Aurais-tu assassiné ton voisin pendant un génocide? On aime tous penser que non, notamment parce qu'on dépeint souvent les génocides comme des explosions soudaines de violence. Mais en réalité, un génocide se construit pendant des années. Et en cherchant comment des gens ordinaires peuvent en venir à massacrer femmes, vieillards et enfants, je suis tombé sur le site du Holocaust Memorial Digest sur une infographie qui présente les 10 étapes qui mènent à un génocide. Et pour les analyser, on va prendre l'exemple du Rwanda, justement souvent présenté à tort sous le simple prisme d'une explosion de violence populaire. La première étape, c'est la classification. Créer un nous contre un eux. À la base, Hutu, Tutsi et Toi existaient avant la colonisation, mais c'était pas encore des catégories ethniques. C'est la colonisation allemande, puis surtout belge, qui les a racialisés, avant de favoriser la minorité Tutsi pour consolider son pouvoir. Vient ensuite la symbolisation, rendre la différence identifiable. Dès 1933, la prétendue appartenance ethnique doit apparaître sur les documents d'identité. Mais une carte d'identité suffit pas à produire un génocide. L'étape suivante, c'est donc la discrimination. Après l'indépendance en 1962, les Tutsis, associés à l'ancienne monarchie et au favoritisme belge, sont écartés du pouvoir. Des quotas limitent leur accès à l'école, à l'université et à la fonction publique. Les premiers massacres et exils forcés commencent. Puis viennent la déshumanisation et la polarisation. Les médias ont un rôle crucial et transforment l'exclusion en haine. Dès 1990, le journal Kangura publie les 10 commandements du Hutu, qui présentent les Tutsis comme des infiltrés, des dominateurs, des traîtres, et sexualisent particulièrement les femmes Tutsis comme des agents de corruption. Les Tutsis seront systématiquement désignés comme des cafards, comme de la vermine. Déjà en 1991, cette une du Kangura demandait quelles armes utiliser pour vaincre définitivement les cafards Tutsis, et la réponse est donnée à gauche. Une machette. Et puis dès 93, la radio d'Émile Colline, derrière une apparence sympathique, avec de la bonne ambiance, de l'humour, des discussions de comptoir et un ton populaire, va banaliser la haine et, progressivement, rendre le meurtre pensable. Les médias pratiquent pour ce faire l'inversion accusatoire. Les Tutsis, 15% de la population, seraient tous secrètement en train de préparer l'extermination des Hutus. Ça permet de légitimer leur massacre comme une prétendue légitime défense préventive. Sauf qu'en réalité, les étapes 5, 7 et 8 d'organisation, de préparation et de persécution sont déjà en cours depuis longtemps. Les milices Hutus s'entraînent et s'arment. Des premiers massacres tests ont d'ailleurs lieu pour préparer l'opinion publique à la violence et tester les réactions internationales. Et puis le 6 avril 1994, quand l'avion du président Juvenal Habyarimana est abattu, on a le prétexte pour entrer dans l'avant-dernière étape. L'extermination. La radio d'Émile Colline appelle désormais directement au massacre. Donne sur les ondes les noms, les adresses et les cachettes des Tutsis encore dans le pays. On tue, on torture et on viole dans les maisons, les églises, les stades et les écoles. En 100 jours, plus de 800 000 Rwandais sont sauvagement assassinés, voire plus d'1 million selon certaines estimations. Vient alors la dernière étape. Le déni. Les responsables parlent de réaction, parlent de guerre civile, mais jamais d'extermination préparée. Pourtant, la grille de Stanton montre bien qu'il s'agit de l'aboutissement d'un processus de très longue durée. A noter que ces étapes ne sont pas toujours linéaires. Elles peuvent se chevaucher, revenir ou s'accélérer. Mais elles nous rappellent que lorsqu'on retrouve aujourd'hui classification, rumeurs, inversion accusatoire, médias de haine et déshumanisation, il faut être vigilant. Parce que ce qui paraît aujourd'hui comme anodin pourrait être en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus grave.